Novaxia Investissement, la société de gestion du recyclage urbain. Plus d'informations sur novaxia-investissement.fr. Ça a été le sujet de l'été. Depuis le début de l'année, 15 SCPI ont abaissé leur prix de part du fait du retournement de leur marché immobilier. En parallèle, la liquidité commence à inquiéter et les institutionnels commencent à être critiqués. Que se passe-t-il dans le monde de la pierre-papier? Faut-il racheter, vendre ou bien serrer les dents? Et pourquoi le risque d'illiquidité refait surface aujourd'hui? SCPI, SCI, la pierre-papier s'effrite, c'est le sujet de ce point IMO et c'est parti. Et pour en parler aujourd'hui, 3 professionnels de la gestion de patrimoine de la pierre-papier. On l'a beaucoup entendu cet été sur le sujet. Il a produit plusieurs notes sur les SCPI. Raphaël Oziel de la boutique Tes Placements est avec nous aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Bonjour Gaëtan. En visio depuis Bordeaux et Castres depuis Bordeaux, on a Jérémy Orfeo, fondateur de la société Willim. Bonjour Jérémy. Bonjour Gaëtan. Et depuis Castres, on a Michael Hilve, gérant allocataire et cofondateur du site monplacement.fr. Bonjour Michael. Bonjour Gaëtan. Merci à tous les trois d'être avec nous. Dans un instant, on aura également un gérant, le Alexandre Claudet. Le président d'ASM Pierre Rendement a répondu à quelques-unes de nos questions concernant sa SCPI qui rencontre quelques difficultés au niveau de sa liquidité. Fait assez rare pour, en tout cas en ce moment fait assez rare pour être signalé. Il a répondu à nos questions. Messieurs, on passe tout de suite à la première partie. Raphaël Oziel, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh bien on commence. Baisse des prix de part. Quelles seront les prochaines SCPI? C'est parti. On commence avec vous, Raphaël Oziel. Alors, il faut le dire, toutes ces histoires de baisse de prix de part, c'est un peu commencé par un courrier de l'autorité des marchés financiers et même un peu avant. Bah oui, parce qu'en fait, la SCPI, c'est une tortue de l'immobilier. Les valeurs de l'année sont expertisées au 31/12, donc en fin d'année, et on les découvre dans les rapports annuels de l'année suivante. Donc pour l'AMF, et vu que l'immobilier commence à être chahuté, le temps a été peut-être un peu long. Donc elle a voulu accélérer les choses. Exactement, elle a demandé des expertises à mi-année pour qu'un investisseur achète plutôt au bon prix de part. Alors au début de l'été, on avait l'impression que la crise était quand même circonscrite aux SCPI des gros réseaux bancaires, typiquement celle d'Amundi, celle de BNP, et depuis il y a des indépendantes qui se sont ramenées, comme celle de la Française ou même Perial qui a fait un grand chelem en abaissant le prix de part de ces 4 SCPI. Raphaël Oziel, est-ce qu'on peut dire que la crise se généralise? On peut dire que la crise se généralise malheureusement. Effectivement, on a des classes d'actifs type la santé, l'hôtellerie, qui est dans le patrimoine de PF Hospitalité Europe, qui a été affectée alors que c'est une jeune SCPI et qu'elle n'est pas dans le bureau et que ce n'est pas une SCPI bancaire. Donc effectivement, ça se généralise. Ça se généralise. Au total, ce sont près de 24 milliards d'euros de capitalisation qui sont concernés sur un total de 93 milliards d'euros pour l'ensemble du marché des SCPI. Dans toute crise, Raphaël Oziel et même vous, Jérémy et Michael, dans toute crise, il y a des opportunités. Qui sont les perdants? Qui sont les gagnants? On va demander à nos deux CGP en visio. Jérémy, pour vous, qui sont les perdants de cette histoire? Les perdants de l'histoire, c'est si tant est qu'ils soient perdants, puisque quand on parle d'immobilier, on est vraiment perdant que quand on modélise une cession. Quand on achète des parts des SCPI, qu'on décide de les vendre parce qu'il y a une baisse de prix de part, à ce moment-là, on est perdant. Donc des gens qui voudraient vendre aujourd'hui précipitamment leur part de SCPI alors qu'elles viennent de baisser, ils seraient perdants. S'ils conservent les parts et qu'ils continuent à percevoir le loyer, ils ne sont pas perdants, évidemment. Donc c'est le même principe que quand on achète un appartement. Si le marché est baissier, parfois il vaut mieux attendre un peu avant de revendre. Donc les véritables perdants, c'est ceux qui vont se précipiter, comme bien souvent, pour vendre. Ceux qui vont paniquer. Michael Hill, il y a aussi des opportunités à faire. Certains peuvent se dire, comme les prix de part baissent, peut-être que ça peut valoir le coup. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous disent vos clients ou est-ce qu'ils ont plutôt peur et ils ont envie de prendre la tangente? Alors, d'un point de vue des clients, ils sont plutôt dans l'interrogation. Nous, on n'a pas eu de demande manifeste pour soit une recherche d'opportunités avérées, soit de vouloir s'enfuir à tout bout de champ. Ils sont plutôt à l'écoute généralement du CGP. Après, nous, ce qu'on préconise quand même aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, alors on verra après la partie opportunité, mais il y a une forme de prime à la jeunesse quand même sur les SCPI, c'est-à-dire que ce qui impacte fortement le marché aujourd'hui sont les gros acteurs qui ont des parcs déjà très constitués, déjà bien établis, et auquel cas il y a un repricing global du parc qui se fait puisque le marché de l'immobilier est sur une tendance qui est assez difficile actuellement. En revanche, les SCPI plus jeunes qui aujourd'hui utilisent la collecte qu'elles sont en train de générer pour constituer leur parc,
elle se positionne en tant qu'acheteuse dans un marché en repli, et ça c'est intéressant. Donc on serait plutôt à aller chercher des néo-acteurs ou des sociétés de gestion plutôt jeunes, si tant est qu'on accepte d'aller investir sur un acteur de la gestion qui n'a pas encore un track record. Mais ça, c'est assez intéressant. Là où on peut émettre quelques réserves sur celles qui ont appliqué des décodes, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire, soit effectivement, c'est un point d'entrée, puisque là, on achète 10, 15, 16, 17% moins cher qu'il y a quelques mois. Mais c'est aussi, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est que c'est un moyen de donner un peu une prime, pas à la médiocrité, mais il y a d'autres SCPI dans les thématiques de bureau ou dans celles qui ont évoqué qui n'ont pas baissé leur part, alors peut-être pas encore, qui se maintiennent. Voilà, mais qui jusqu'alors résistent. Donc pourquoi retourner sur un acteur qui finalement était en échec là où d'autres arrivent à mieux s'en sortir? On préférait plutôt donner la chance à des nouvelles. Alors justement, on va demander votre avis. Je voulais vous demander votre avis justement, Raphaël Oziel. On l'entend beaucoup, ce discours là par certains conseillers, aller vers les jeunes SCPI qui se lancent, soit qui sont lancés depuis moins de 2 ans, soit qui sont en train de se lancer maintenant. On a vu plusieurs lancements en plein marasme sur les SCPI. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une prime à la jeunesse? Est-ce qu'il faut plutôt regarder ces jeunes SCPI? C'est sûr que c'est plutôt facile de commencer d'une page blanche et d'acheter de l'immobilier que d'avoir déjà de l'immobilier quand les prix baissent. Donc c'est sûr que mécaniquement, on va se dire que c'est soit des SCPI jeunes ou alors des SCPI qui ont appliqué une discipline depuis plusieurs années. On voit par exemple Immorant qui est un acteur historique et pourtant qui caracole dans les tops de collecte parce qu'elle a réussi à passer les étapes. Et quand on a un petit peu peur, on va chez les gestionnaires avec qui ont un très bon track record. Donc prime à la jeunesse, mais aussi il faut récompenser les acteurs qui ont été disciplinés, qui ont toujours bien travaillé et qui ont plus des preuves sur un temps long. Dans un instant, Raphaël Oziel, vous allez nous dire quelles sont les prochaines SCPI à surveiller. Mais juste avant, on va écouter Alexandre Claudet, le président d'Aestiam. Sa SCPI Aestiam Pierre Rendement présente quelques difficultés au niveau de la liquidité. Un peu moins d'1 an pour pouvoir vendre ses parts. Il s'est adonné un exercice de transparence que l'on peut souligner, étant donné le contexte. Assez peu de gérants qui rencontrent des difficultés ont accepté de répondre aux questions de la presse ces temps-ci. On écoute tout de suite Alexandre Claudet. Problème de pompe à essence. En fait, quand on annonce une grève dans un dépôt, tous les automobilistes inquiets se précipitent à la station-service et ça crée un blocage. On a un petit peu la même chose aujourd'hui sur Aestiam Pierre Rendement, c'est-à-dire qu'en période de Covid, avec des actifs de commerce et de l'hôtellerie, on a eu un peu d'inquiétude et là aussi un nombre inhabituel de retraits qui ont créé un problème de liquidité. Si aujourd'hui, l'ensemble des associés qui souhaitent vraiment, qui ont besoin impératif de cash, restaient les seuls dans le carnet, je pense qu'on reviendrait rapidement à une situation normale. Bon, commençons par dire quand même que ça ne concerne pas toutes les SCPI et que les SCPI concernés ont un profil similaire. En fait, dans une période de hausse d'intérêt, les investisseurs immobiliers recherchent plus de rendement et quand les loyers ne permettent pas d'apporter ce rendement supplémentaire, on peut avoir une correction au niveau des prix des immeubles. Sur la fin de l'année dernière, le marché est resté très attentiste et puis en début d'année, la correction a été assez forte, essentiellement sur les actifs de bureaux loués à des grands utilisateurs. Sur certains secteurs, on peut parler notamment de la Défense, de la couronne nord parisienne. Et à ce moment-là, effectivement, on assiste à des décotes des valeurs d'expertise et à une obligation d'ajustement des prix de part quand ce prix de part n'est plus compris dans la fourchette plus 10, moins 10% de la valeur de la reconstitution. Oui, tout à fait. Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les SCPI rentrent dans des stratégies patrimoniales de long terme, donc forcément, elles enjambent plusieurs cycles. Et la deuxième raison, qui est vraiment actuelle, c'est que investir aujourd'hui dans l'immobilier, c'est investir dans des conditions plus favorables puisqu'on assiste à des corrections de prix et donc avoir un effet relutif sur les SCPI. Et dans ce cas-là,
j'aurais tendance à privilégier des CPI dont la capitalisation n'est pas trop importante et qui ont peu investi sur les 3 derniers exercices. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview d'Alexandre Claudet sur notre site internet agfi.fr. La communication des sociétés de gestion, justement, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand on regarde dans les faits, on note une communication lapidaire, essentiellement envers les distributeurs, mais pas du tout envers la presse, refus de répondre aux questions des journalistes, des formulations volontairement un peu compliquées pour tenter de noyer le poisson. À tous les trois, messieurs, est-ce que vous êtes satisfaits de la communication des gérants qui ont baissé leur prix de part? Michael, je vous laisse commencer. Ouais, alors voilà, vous touchez du doigt un point qui est amusant sans trop l'être, c'est que c'est à se demander si c'est pas fait exprès. Effectivement, la communication, elle est très nébuleuse. Moi, en regardant un petit peu, je ne donnerai pas de nom, mais je vous donne un exemple. Dans un contexte de remontée des taux, patati, les banques centrales ont été obligées d'appliquer une politique monétaire restrictive. Donc ça commence par c'est la faute des banques centrales. Et après, on arrive sur une phrase, la baisse des valeurs de réalisation et de reconstitution, donc la baisse des prix de souscription des parts de SCPI. Le client qui est un béotien candide. Je ne comprends pas. D'où le besoin d'avoir des CGP. Jérémy Orfeo, est-ce que vous êtes d'accord? Quel est votre avis sur la façon dont les sociétés de gestion gèrent le sujet? Alors, moi, je trouve que parce que c'est un sujet délicat, ça aurait mérité beaucoup plus de pédagogie. Et la pédagogie, elle intervient a posteriori, maintenant que les baisses de prix de part ont eu lieu, pour certaines de manière très significative. Parce que si on expliquait bien les choses, on pourrait notamment intervenir sur le fait que c'est pas parce que les valeurs d'expertise ont baissé de 10% ou de 15% que les sociétés de gestion ont été obligées de baisser leur prix de part. Les valeurs d'expertise, le marché immobilier, le sous-jacent ne baissent pas aussi significativement que ce que les prix de part ont baissé. Les sociétés de gestion auraient mieux fait, selon moi, d'expliquer en amont pourquoi elles rentrent dans une logique de baisse de prix de part significative pour éviter les effets de course en avant, de boule de neige qui, au final, a pour conséquence l'incompréhension de la part de mes confrères et de nos clients, finalement. Et justement, vos clients, ils comprennent ce qui se passe parce qu'on est quand même sur un sujet qui est à la base très technique. On est sur de l'expertise d'actifs immobiliers, de bureaux. Ça ne parle pas forcément au commun des mortels. Vos clients, ils comprennent ce qui se passe? Les clients comprennent qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui a évolué, qui a changé, et que du coup, le marché immobilier aujourd'hui est plutôt sur une tendance baissière. Ce que les clients ont du mal à comprendre, c'est pourquoi les sociétés de gestion, certaines sociétés de gestion ont pris la décision de baisser, encore une fois, leur prix de part de 10 à 15%, alors que le sous-jacent lui-même n'a pas baissé de 10 à 15%. Ouais, ça, ils ne le comprennent pas, et c'est notre rôle en tant que conseiller en investissement de leur expliquer les raisons qui ont poussé ces sociétés de gestion à prendre ces décisions, des raisons qui sont simples à expliquer, c'est que au final, pour éviter de devoir baisser plusieurs fois le prix de part sur les prochains mois, et d'avoir des communications négatives à répétition, elles ont préféré le faire une fois pour repartir de l'avant et afficher aussi des taux de distribution qui peuvent être plus attractifs pour les nouveaux investisseurs par rapport à d'autres classes d'actifs comme le marché obligataire qui, lui, compte tenu de la hausse des taux, offre des niveaux de rentabilité qui sont plus intéressants que ce que ça pouvait être le cas il y a 3-4 ans. Raphaël Oziel, la question à 1 million. Quelles sont les prochaines? Ça, j'ai pas de boule de cristal, parce qu'on a quand même eu des surprises sur des fonds pas très vieux qui ont eu des baisses de prix de part. Honnêtement, j'espère que maintenant, on a eu encore aujourd'hui, jour même où nous tournons cette charmante émission, encore une baisse de prix de part. Donc j'ose croire, j'ose espérer que c'est les dernières, mais je pense qu'il y en aura encore, mais a priori plutôt maintenant sur des petites capitalisations. Sur des petites, peut-être attendre plusieurs mois, peut-être attendre que les expertises de fin d'année soient elles aussi passées. Donc peut-être début 2024, on pourra avoir de nouvelles, peut-être une mini-vague. Peut-être une mini-vague, parce qu'il y a peut-être des acteurs qui ont dit on a expertisé à l'instant T, mais si le marché continue à dégringoler un peu, peut-être qu'elles seront obligées, parce qu'il faut savoir quand même que dans ces expertises, il y a eu des experts indépendants et parfois ça a été fait en interne. L'AMF n'a pas imposé le choix de l'audit. Un auditeur externe. Exactement, donc peut-être qu'on va avoir des surprises. Voilà. J'espère qu'elles seront bonnes, mais j'espère qu'elles seront bonnes, soyons positifs. C'est ce sur quoi j'allais rebondir, Gaëtan, c'est qu'effectivement, c'était bien de le préciser Raphaël, les expertises qui ont été demandées par l'AMF n'étaient pas obligatoirement faites par des acteurs indépendants extérieurs à la société de gestion. Certains acteurs ont préféré l'internaliser, donc mettre à jour leur base de données interne sur la valorisation des actifs, ce qui fait qu'on n'est pas sûr encore
pour certaines sociétés de gestion que les expertises qui ont été données, bon, après peu ou prou à 1 ou 2% près, elles sont normalement fiables, mais il peut y avoir un écart. C'est ça, est-ce qu'il y a un risque finalement de fiabilité là-dedans ou pas? Un C'est-à-dire. gros silence. Non, mais. Non, Une société de gestion Non, qui fait non, son mais audit c'est pas parce que c'est fait en interne que ça serait de la suspicion. Ça veut dire, bah, je l'ai fait en interne, donc je gonfle. Les sociétés de gestion ont un peu peur, justement, de dire, bah, je baisse pas mon prix de part et après, je vais le baisser. Donc, il y a quand même cette volonté de cohérence et aussi de crédibilité. Donc, en principe, voilà. Après, c'est une science inexacte. L'analyse d'un bien à un instant T qui n'est même pas vendu. Le juge de paix, c'est quand on cède un actif à un prix. C'est la transaction. Le juge de paix, c'est la transaction. Exactement. Et en ce moment, il y en a quand même beaucoup moins. Exactement. Vous l'avez vu, cette émission est sponsorisée. Eh bien, c'est la minute sponsor. L'actualité pour Novaxia, c'est tout d'abord cette nouvelle plateforme de marque qui est désormais en place. Et puis du côté des produits, c'est bien sûr notre SCPI Neo qui a confirmé son prix de part en ce mois de septembre, puisque nos valeurs d'expertise qui ont été réalisées au 30 juin ont confirmé un maintien ou une légère hausse des valeurs d'expertise qui se sont traduites par une augmentation de la valeur de reconstitution par part de la SCPI. Donc d'excellentes nouvelles de ce point de vue-là. D'excellentes nouvelles aussi du point de vue des perspectives de distribution, puisque notre fourchette de distribution pour l'année 2023 s'établit désormais entre 5,75 et 6,25%, sans que ce soit garanti bien sûr. Concernant la liquidité de notre SCPI Neo, donc aucun nuage à l'horizon, puisqu'on a une collecte qui reste dynamique sur le produit, et on peut noter qu'on n'a pas de part en attente de retrait sur le produit. Donc une collecte nette qui est là, qui permet à la SCPI de saisir des opportunités, puisqu'on sait ce marché de l'automne-hiver 2023-2024 est un marché d'opportunité pour les SCPI qui auront cette capacité à être présentes sur le marché de l'acquisition. Novaxia Investissement, la société de gestion du recyclage urbain. Plus d'informations sur novaxia-investissement.fr. Début septembre, l'AGFI révélait les difficultés de la SCI, la société civile immobilière Capimo de Primonial REIM, sur le milliard d'euros dédié au retrait. 750 millions d'euros avaient déjà été engagés. Passé le plafond du milliard, il faudra que les assureurs mettent tout seuls la main à la poche. Messieurs, quels sont les risques en fait sur cette histoire? Raphaël, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a un risque que les assureurs bloquent les retraits comme on l'entend parfois? Si effectivement, alors pour le moment, elles vont prendre sur leurs fonds propres si retrait il y a très important. Donc a priori, elles peuvent assumer ça puisqu'elles l'ont mis un peu dans leur business plan. Après, à un moment, c'est des sociétés commerciales. Si ça devient compliqué, elles peuvent, comme l'y autorise la loi Sapin 2, bloquer temporairement la liquidité. Parce que si on vend rapidement des biens immobiliers, on fait n'importe quoi. Donc parfois, il ne faut pas croire, penser que la liquidité, c'est génial. Parfois, il faut accepter d'attendre un petit peu. Et les conseillers en gestion de patrimoine ne doivent pas se dire « je suis un super conseiller, je fais arbitrer mes clients ». Il faut avoir le courage de dire aussi « on se calme, c'est pas dramatique ». Alors justement, on va demander à nos deux autres CGP. Jérémy, du coup, il y a d'autres SCI qui commencent un petit peu à inquiéter. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Quels sont vos conseils aujourd'hui pour vos confrères et puis même pour vos clients? Est-ce que vous dites comme Raphaël, il faut parfois attendre et serrer les dents? En fait, ce qui s'est passé avec la SCI Capimo, j'ai fait une réunion cette semaine avec la société de gestion Primonial, c'est exactement le pire scénario qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire qu'une mauvaise communication a entraîné une réaction de la part des conseillers en gestion de patrimoine qui ont conseillé à leurs clients d'arbitrer une part significative, ce qui a obligé la société de gestion à mettre en place un plan d'arbitrage en urgence de quasiment 1 milliard d'euros. C'est énorme, c'est 1/6 de la capitalisation de la SCI. Un plan d'arbitrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire un plan au cours duquel ils décident de vendre des actifs précipitamment, dans un contexte où le prix de cession n'est pas à faveur de la société de gestion. Et donc, du coup, la conséquence est qu'ils vendent moins cher pour dégager de la liquidité, pour pouvoir assurer les retraits ou les demandes d'arbitrage qui sont faits par les clients des conseillers en gestion de patrimoine ou par les clients qui sont autonomes, puisqu'il y a plein de clients qui sont autonomes, qui ne font pas appel aux conseillers en gestion de patrimoine. Donc, nous, en tant que professionnels, ce qu'on doit expliquer aux clients, c'est que c'est une phase qui est temporaire. Il faut accepter qu'on est dans l'immobilier, qui est une classe d'actifs qui s'apprécie sur un temps long, encore une fois, je le répète, et que donc, du coup, il faut patienter et il faut revenir au calme.
Il y a de plus en plus de voix qui montent, je le disais en introduction, sur le poids des institutionnels et leur rôle dans les risques de liquidité qui montent sur le marché. On en parlait justement dans le dernier numéro d'Active que vous pouvez retrouver juste ici. On en parlait avec Marc Sartori de Deep Invest, que l'on connaît bien dans l'émission et qu'on salue, et qui analyse très bien le marché des SCPI. Il s'interrogeait sur le poids des assureurs vie sur le marché et surtout sur le manque d'informations sur le sujet. C'est pas le seul à le dire. Raphaël Oziel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les institutionnels aujourd'hui ont acquis un poids que l'on devrait connaître pour savoir exactement quel serait le risque pour les petits porteurs? Je suis d'accord. En fait, c'est comme un bon gestionnaire de SCPI. Il doit voir que ses plus gros locataires ne doivent pas dépasser plus de 5% des loyers. Dans une SCPI, c'est pareil. Il faut faire attention qu'on n'ait pas de trop gros porteurs de parts. Je ne pense même pas forcément aux institutionnels type assureurs, puisque derrière, c'est souvent des particuliers qui ont des parts de SCPI dans l'assurance vie. Donc, c'est fractionné. Maintenant, c'est vrai que s'il y a un mouvement de panique, ça peut faire mal. Moi, je pense déjà qu'il faudrait enlever les gros institutionnels qui ne sont pas des petits porteurs. Ça, c'est très important. Et je pense aussi que dans l'assurance vie, il faudrait mettre des pénalités en cas de sortie. Moi, sur les SCPI, je ne pense pas qu'il y aura un mouvement de panique très grave, mais les SCI, avec 2% de frais d'entrée, et la liquidité de l'assurance vie et 4% de rendement, on dit c'est le produit miracle pour quelqu'un qui a un profil modéré. Or, l'immobilier, ce n'est pas liquide par nature et ce n'est pas un livret A, on n'en sort pas quand on veut. Voilà. Jérémy, Mickaël, vous aussi, vous appelez à avoir plus de transparence sur le sujet. Ce sera la dernière question parce qu'on a déjà dépassé largement. Allez-y, Jérémy. Oui, moi, ça fait 10 ans que j'accompagne les investisseurs sur ce marché de la pierre papier et ça fait 10 ans qu'on dit que ça manque de transparence au niveau des ratios d'emprise des institutionnels sur la capitalisation de certaines SCPI pour voir si à un moment donné, certains véhicules présentent un risque de liquidité en cas de retrait important. Mais on voit aussi la limite de proposer des véhicules d'investissement immobilier qui n'ont pas de frais à l'entrée. Moi, je voulais aussi parler de ça parce que on parle des SCI de rendement dans l'assurance vie. Certaines ont des petites structures de frais, 2%, Raphaël le disait, mais certains sont à 0. On peut investir dans des SCI immobilières en assurance vie avec 0% de frais. Quand le sous-jacent est l'immobilier et qu'on propose des véhicules d'investissement sans frais d'entrée et sans pénalité de sortie, sur des temps courts, des pénalités qui peuvent être sur 3 ou 6 ans, c'est quand même un temps court pour l'immobilier, il y a un risque derrière de liquidité s'il y a des retraits massifs de porteurs de parts. Et ça, c'est un sujet. C'est toujours la question de quand on a un néo-acteur qui arrive avec un fonctionnement, une structure de frais, une innovation qui porte et qui disrupte un petit peu le marché, dans quelle mesure la disruption est bonne pour tout l'écosystème ou est-ce qu'elle présente une menace ou un risque plus tard? J'ai envie même d'étendre le sujet. On peut se poser exactement aujourd'hui la même question sur le private equity par exemple, puisque ce sont des actifs par nature illiquides, un peu comme peut l'être l'immobilier, et on tend à essayer de le démocratiser par exemple via l'assurance vie en y ajoutant la liquidité d'un assureur. Donc on se confronte toujours à essayer de déformer un petit peu une contrainte ou à réduire une contrainte d'une classe d'actifs pour la rendre éligible, facile, compréhensible au plus grand nombre. Ça présente un risque. Je pense que de poser sur la table la question d'avoir plus de transparence et de pouvoir mesurer ce risque, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est un risque qui est structurel à terme et qu'il ne faut pas que toutes les SCPI se mettent à zéro? Je pense effectivement, soit d'avoir une structure de frais à l'entrée ou une structure de frais vraiment importante à la sortie, modulo un temps long, c'est une bonne chose parce que, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas un actif qui est fait pour être tradé ou arbitré comme un livret A. Ça reste un actif qui est illiquide. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Mickaël, merci Jérémy, merci Raphaël. Pour continuer à suivre le sujet des SCPI, ça se passe dans le magazine Active et sur notre site internet. Et dans le dernier magazine, vous pouvez retrouver un article justement sur le sujet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo. Novaxia Investissement, la société de gestion du recyclage.